Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval au Québec. On est au Canada. Comment allez-vous, chers amis? Nous, de notre côté, de mon côté, il fait beau. On est à Québec. De belles couleurs d'automne commencent à s'installer dehors. Mais on ne vit pas dans le déni. L'hiver s'en vient, mes amis. L'hiver s'en vient. Écoutez, gros programme cette semaine. Je vous propose un épisode en deux blocs. J'ai beaucoup de monde avec moi en plus aujourd'hui. Donc, gros épisode. Et ça vaut la peine parce que nous allons faire un beau retour sur l'épisode 69. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter ça. Sinon, courez écouter l'épisode. J'ai eu la chance, il y a 2 semaines, de rencontrer Mélanie Rambert et Guillaume Pelletier, 2 conseillers en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec. Sinon, si vous n'avez pas écouté l'épisode, de toute façon, vous allez réussir à comprendre ce qu'on va dire dans cet épisode parce que non seulement vous êtes l'auditoire le plus brillant de tout le Apple Store, mais mes collaborateurs et collaboratrices vont prendre le temps de résumer certains passages, puis vous allez pouvoir connecter avec tout ça. De nombreux beaux sujets là, qui ont été abordés dans cet épisode. Et dans le deuxième bloc, actualité, parce que il faut essayer de suivre le rythme. Puis j'ai demandé à mes baristas IA. Je leur ai demandé, venez en studio, puis si tu te pointes en studio, tu parleras de ce qui t'intéresse dans l'actualité. Puis ça, ils aiment ça. Puis je le sais aussi que vous aimez ça. Donc, ça fait partie de notre deuxième bloc, les actualités en intelligence artificielle. Et pourquoi? Pour essayer de tenter de maintenir ce rythme de fou, parce qu'il y en a des actus en intelligence artificielle. Et pour m'accompagner, 4 baristas pour préparer votre IA café. D'abord, Shirley Plumerand est là. Comment ça va, Shirley? Ah là là, ce micro. Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Aujourd'hui, c'est pas mon jour avec l'informatique. Voilà. Ça commence fort, ça commence fort. Mercure rétrograde, j'en sais rien, un truc comme ça. Voilà, ça va pas. Bienvenue, Shirley, content de t'avoir avec nous. Toujours de l'autre côté, à Paris, Stéphane Minéo est là. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien. En forme? Ah oui, en pleine forme. T'es à Paris, oui, hein? Oui. Fait beau à Paris, là? Est-ce que l'hiver est là? Est-ce que pas du tout? Ça va, il fait plutôt beau, là. Il fait pas encore froid. Bon, on lâche pas. Sylvain Munger est là à Montréal. Comment ça va, Sylvain? Ça va super bien, vous autres. Toujours tip-top, Sylvain? Oui, tip-top. J'essaie de pas abuser de mon effet d'entrée non plus. Ouais, non, mais moi, je me tente pas de dire ça. C'est le fun même à dire. Et t'as en remarqué, studio... oui, qu'on l'attendait, hein? On l'attendait, le tip-top. Tous, on était là. Ah oui, non, tout le monde veut l'entendre. Et c'est pour ça que je l'ai pas dit. C'était pour vous... Bravo. Merci, Sylvain. T'es un fin renard. Écoutez, en studio avec moi, j'ai Véronique Tremblay qui est là en studio avec moi parce qu'elle aime le studio. Véronique, comment ça va, Véronique? Ça va très bien, Jean-François. J'aime le studio parce que, comme on a vu au premier épisode, j'ai des petits problèmes avec mes mesures de sécurité à la maison. Donc oui, je préfère venir en studio. Ben oui. Donc elle fait pas besoin de se protéger. Elle est dans le confort et la protection des services de l'Université Laval. Donc ça va bien se passer. On va passer au bloc. Commençons par notre premier bloc. Épisode 69. Un thème principal dans cet épisode, c'est en rencontrant Mélanie et Guillaume. J'étais curieux de savoir, d'abord comment on rédige ça, un rapport gouvernemental, puis ça fait partie d'une commission. Comment on rédige ça? Puis surtout, comment on rédige un rapport qui tente l'impossible, c'est-à-dire cerner à peu près tous les problèmes éthiques et sociaux qui sont associés à l'arrivée de nos grands et amis LLM qui font leur entrée dans les
les universités comme ChatGPT. Puis, vous le savez, depuis plus d'un an maintenant, ChatGPT s'invite dans les salles de cours universitaires et les profs et administrateurs ont depuis quelques gros mots de tête, on va le dire comme ça. Rappelons les thèmes, tiens, pour mettre la table abordée avec Mélanie et Guillaume. On a parlé du processus de rédaction, de production du rapport, évidemment, la place des experts dans la production de ce genre de rapport, l'encadrement de l'utilisation de l'IA générative comme ChatGPT en enseignement, les bénéfices, les risques, les défis pédagogiques et éthiques, puis quoi d'autre? L'argument de la perte de contrôle, la boîte noire, je les ai mis entre guillemets, là, ici je les ai devant moi, là, puis parce que justement, là, ça mérite à être explicité. L'effritement de la relation entre les enseignants et les étudiants, mais aussi entre les étudiants et le savoir. Les impacts en matière d'imputabilité, de rigueur intellectuelle, ça fait partie évidemment des problématiques et l'accroissement des inégalités numériques. C'est comme ça que ça avait été nommé dans l'épisode. Épisode extrêmement riche et dense et je sais que mes collaborateurs et collaboratrices ont pensé à tout ça. Puis j'ai hâte de savoir ce qu'ils ont retenu de tout ça, puis ce qu'elles ont et ce qu'ils ont à dire. Commençons par Shirley. Shirley, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? C'est quoi qui a attiré ton attention? Déjà, j'ai trouvé l'épisode hyper intéressant et tu m'ôtes les mots de la bouche. Tu l'as dit, c'était très riche, très très intéressant. Et j'ai trouvé ça très cool parce que du coup, moi, c'est un sujet que je regardais un petit peu de loin, qui ne connaît pas de ChatGPT de toute façon, mais je l'avais en tête un peu de manière éloignée, avec ce souvenir de Sciences Po qui annonçait en grande pompe qu'ils allaient l'interdire, en interdire l'usage, etc. Et j'en étais restée là, mais avec un sentiment un peu, pas de frustration, faut pas exagérer quand même, mais on se dit, mais mince, c'est peut-être un peu plus profond que ça quand même. Ça peut pas se résumer juste à du coup, ce qui était en jeu, c'était pas la fraude, mince, j'ai perdu le nom. La triche, de la triche, ouais. Le plagiat, du plagiat, merci beaucoup. Et du coup, réaction, bam, interdiction. Et je trouvais que ça sonnait un peu creux, tout ça, que c'était très réducteur aussi. Et du coup, cet épisode, il replace un peu le sujet avec de la hauteur et c'est vraiment chouette à entendre. Donc, merci pour ça, Jean-François. Et faut te remercier. On te remercie pas assez. Ah oui, donc, bon, ok. Voilà, j'en profite. Je vais prendre ça, oui. Voilà. Et du coup, ces deux sujets, voilà, dont vous avez beaucoup parlé, hein. Donc, tout ce qui est relation au savoir, avec cette idée que Mélanie a proposée de décharge cognitive, que j'ai beaucoup appréciée. Et tout ce qui va être modification de la relation humaine enseignant-étudiant aussi. J'ai trouvé ça passionnant également. Donc voilà, je sais pas. Ça allait plus loin que juste dire c'est interdit, mais c'est quoi que ça modifie? C'est quoi les enjeux? Puis d'aller dans ces rapports-là, c'est rare qu'on se rend jusque-là lorsqu'on parle on parle du plagiat, on dit on va l'interdire, ça va régler le problème. D'abord, je suis pas sûr que ça va régler le problème, mais aussi c'est quoi qui se passe? C'est quoi les enjeux? C'est ça, et du coup, à travers là, c'était plus à travers la notion. Enfin, il y avait plein de choses que vous avez brassées, mais moi, ce que j'ai retenu principalement, c'était l'idée d'aide non autorisée. Et du coup, si on commence par ça, c'était un petit peu ce fil. Est-ce que on sait pas trop où est-ce qu'on se trouve, si c'est dans l'interdiction ou si on fait justement en tant qu'étudiant, en l'occurrence là, quelque chose qui ne serait pas autorisé ou qui le serait, mais qui est un peu tendancieux. Enfin bref. Voilà, et du coup, ça m'a interrogée sur un truc. Je me suis dit, alors dans l'enseignement supérieur, mais en fait finalement dès le collège, dès le lycée, il y a un truc qui, je crois, là va devenir plus qu'essentiel, c'est de monter d'un cran sur tout ce qui est culture du numérique, qui est dispensé en général. Et moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et notamment aussi sur tout ce qui est connaissance des biais dont vous avez parlé à la fin. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
Sur l'exemple qui a été donné sur du coup quand on connaît un petit peu les expressions anglophones et du coup les inégalités que ça peut créer, les inéquités, je trouve ça passionnant et essentiel à étudier et à pousser un petit peu de la part des enseignants, mais au-delà en fait de la part des ministères, de se poser certaines questions et ouais, de monter d'un cran sur cette question de culture du numérique qui va être dispensée avec toute cette connaissance qui va être importante pour avoir des élèves d'abord et ensuite des étudiants Ça fait aussi éclairés. partie de l'enjeu de la culture numérique. En l'interdisant aussi, on se met un frein à cette, surtout à l'université, un frein à cette éducation-là avec les étudiants au lieu d'avoir un débat ouvert, d'en parler des enjeux, de parler de l'outil, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les problèmes. Ben, on dit, utilisez-le pas en souhaitant que ça soit pas utilisé et que ça règle tous les problèmes, mais en tout cas, ça règle pas le problème de la culture numérique, de la formation. Tu sais, c'est les professionnels, c'est les experts de demain. Si eux-mêmes savent pas que ça existe ou qu'on leur dit on l'interdit, c'est quoi d'abord, c'est quoi qu'ils vont faire quand ils vont arriver sur le marché du travail? C'est qu'ils vont se mettre à l'utiliser sans le connaître, sans le comprendre, sans comprendre les enjeux. Il y a ça aussi. Là. Puis ça a créé, je trouve aussi, un rapport très vertical, très cherche pas à comprendre, c'est mal, ne le fais pas, point. Et sans explication, enfin c'est très réducteur, très schématique ce que je viens de dire, mais je trouve qu'il y a un peu ce rapport-là. Et vous en parliez de réintroduire un petit peu de confiance. Ce serait pas du luxe des deux côtés, hein. Et puis et de l'empathie aussi à travers finalement, si ça peut être un outil grâce auquel on se pose des questions sur notre rapport à l'enseignement, notre rapport à la connaissance, au savoir, comment on la dispense et comment on peut se servir de cet outil-là pour se rapprocher des étudiants. En fait, c'est génial parce qu'à partir d'un truc qui peut créer une distance, finalement, on se rapproche. Bon, c'est peut-être un peu utopique, mais je crois que c'est vraiment l'occasion en tout cas, ce genre de rapport permet de se poser cette question-là et il faudrait qu'on y aille à fond. Mais bon. Puis juste sur ce que tu disais sur moi aussi, ça m'a fait réfléchir sur l'aide non autorisée versus plagiat, parce qu'en ce moment, le débat sur l'utilisation de ChatGPT à l'école, c'est surtout tout le temps le mot plagiat qu'on voit, comme si l'enjeu, c'était de prendre un bout de texte, copier-coller, puis là, on se dit, maintenant, c'est plus détectable, donc ça crée un problème, tout ça. Mais la façon parce que quand tu arrives pour le démontrer devant un comité de discipline, là, tu n'es plus capable de démontrer qu'il y a eu plagiat, copier-coller. Mais ça n'empêche pas que tu peux pas utiliser une aide qui est non autorisée. Si on essaie de te montrer à utiliser la langue, disons, dans un cours de français, disons, puis tu te mets à utiliser ChatGPT, mais on voit bien que ça n'a pas plus d'allure que si tu fais remplir ou écrire tes devoirs par ta mère ou par ton père. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu apprennes à écrire. Ben oui. Donc, même si on voit pas des traces, le problème reste entier. Là. Même si tu cites, tu dis, moi, t'es honnête, tu dis, moi, j'ai utilisé ChatGPT pour écrire mon texte, puis je le mets entre guillemets, puis je le dis. Ben, ça règle pas tout, là. Il n'y a pas de plagiat, mais ça règle pas tout, là. Mais totalement. Et ça me fait penser à un truc que j'ai entendu, justement, c'était une analogie avec la photographie, par rapport versus la peinture. Est-ce que la photographie, classique, hein, mais est-ce que la photographie a disparu? Non, pardon. Est-ce que la peinture a disparu quand la photographie est apparue? Et en fait, pas du tout. Et avec cette idée que, au contraire, du coup, elle s'est libérée d'une certaine emprise. De reproduire du réalisme et du coup ça lui a permis d'aller un peu plus loin à la peinture, enfin dans la création et parce que elle délaissait toute une partie à la photographie et on a pu expérimenter des choses à travers la peinture derrière. Et du coup, cette analogie avec de l'écriture et aux élèves et ensuite aux étudiants dans l'enseignement supérieur, c'est de se dire, mais est-ce que on peut pas aussi là aujourd'hui rechercher ça, se dire, ok, là on découvre que certaines parties d'une réflexion de l'esprit devient potentiellement mécanisable. Est-ce que tout ce qui va être écriture simple, délivrer des informations, des choses qui on pensait appartenait pleinement au cerveau humain, là d'un coup on peut le mécaniser.
Est-ce que du coup, c'est pas l'occasion justement d'une invitation à ce que notre écriture, elle aille un petit peu plus loin, elle aille un peu plus dans l'originalité et de pousser vraiment les étudiants, les élèves et les étudiants j'inclus volontairement élèves et étudiants parce que je pense que vraiment en le prenant au plus jeune, c'est la meilleure façon de faire. De vraiment de pousser son esprit critique et de leur montrer la voie, enfin d'être un espèce d'accompagnant, de phare pour poser en fait, pour leur donner les clés pour développer cet esprit critique qui va aller plus loin. Enfin, ce serait génial. Aller plus loin. Ouais. Aller plus loin, être original, moi j'avais fait un test pour voir une lettre de présentation, là, pour voir à quoi ça pourrait ressembler, une lettre de présentation qu'on met au début d'un CV. Puis sa lettre était quasiment parfaite, là, je veux dire. Puis ce que ça me dit, c'est elle était parfaite au sens des normes actuelles. C'était très poli, très homogène, très beau, très prudent, puis je me suis dit, une lettre d'introduction, si j'y en écrire une en ce moment, je la ferais complètement différente. C'est-à-dire, j'essaierais de laisser des traces de ce que je suis, de montrer mon originalité, parce que si c'est juste pour écrire quelque chose que ChatGPT peut écrire, il y a personne qui va aller, il y a personne qui va l'écrire. Pourquoi? Moi, je l'écris dans toute l'absurdité de la chose. J'écris pas, puis la personne ne la lira pas parce qu'elle est plate. Donc, il y a beaucoup de personnes puis des ressources qui sont perdues puis qui perdent l'essence du propos puis de l'objet. C'est-à-dire, faut qu'on te connaisse, là, en 3-4 paragraphes, là, dis-nous qui tu es. Ouais, mais il faut admettre là-dedans quand même que ça représente un gros défi pour les enseignants. Moi, comme enseignante universitaire, je sais pas encore comment je vais aborder ça. Je me sens pas prête je sais pas encore comment je vais changer ma façon d'enseigner. Comment je vais utiliser ça? Comment je vais faire pour quand même transmettre les savoirs fondamentaux du raisonnement de base, par exemple, ou de la recherche de base, qu'il faut avoir pour être capable de porter un regard critique sur ce qui sort d'un outil comme ChatGPT. Donc, comment je vais faire qu'est-ce qu'il faut que je modifie dans mon enseignement pour arriver à intégrer ça? Moi, je me sens pas prête à faire ça présentement, alors que je fais quand même partie des personnes qui le comprennent assez bien, l'algorithme. Ouais. Donc, ça représente quand même un gros défi pour les enseignants actuellement. Puis, je sais, Jean-François, que t'enseignes aussi, là, donc je me demande comment toi, tu vois ça dans ton enseignement, comment tu te sens là-dedans, Moi, j'en parle, c'est-à-dire que j'ai même une politique d'utilisation de ChatGPT, là, c'est-à-dire que pour certaines choses, je leur permets, pour certaines choses, je leur dis, utilisez-le prudemment, c'est-à-dire si vous l'utilisez, dites-le moi, dites-moi ce que vous avez fait, dites-moi comment vous l'avez. Si vous avez pris un bout de texte, assurez-vous que ce soit documenté, que ce soit vrai, que ce soit juste, que ce soit bien, ce qui est énoncé, donc validé avec des ressources, pas juste vous contenter de prendre du copier-coller. Donc, j'ai toutes sortes de stratégies, mais surtout, ça me permet d'en discuter avec eux. Puis moi, d'abord, c'est sûr, moi, c'est un cours d'éthique, là, fait que là, ça me permet d'aborder de front des vrais problèmes d'éthique d'étudiants, là, c'est-à-dire la triche, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le sens de tout ça. Donc, moi, je dirais que c'est plus facile d'intégrer cette discussion-là à mon cours parce que ça parle exactement des enjeux, mais je me mets à la place des autres profs. Je veux dire, moi, j'ai rencontré une prof qui enseignait l'italien en ce moment. C'est compliqué, là, parce que là, ces évaluations, ils étaient presque à distance. Puis là, tu peux prendre n'importe quel outil, puis tu t'écris en français tout croche, puis il va te traduire ça en un très bon italien. Donc ça, c'est sûr que pour elle, dans le fond, je pense que le défi, ça va être de dire, pratiquez-vous. Vous pouvez vous pratiquer à la maison. Vous pouvez demander à votre mère d'écrire votre texte si vous voulez, mais à la fin, il va y avoir un examen en classe. Puis là, tu n'auras pas de ChatGPT. Donc, tu es aussi bien de te préparer. Moi, c'est plus dans cet esprit-là. C'est un exercice formatif. Si tu veux tricher pour te former, à la fin, tu ne seras pas formé. Puis on va le voir dans des conditions où on peut valider, effectivement, si tu as les compétences, puis des compétences au moment où tu ne peux pas t'appuyer sur ces béquilles-là. Là. Alors, avec un regard un peu extérieur, j'imagine que pour apprendre une langue, ça pourrait être pratique, en fait. Ça permettrait d'avoir un interlocuteur qui s'épuise pas. Je pourrais, par exemple, apprendre à parler en italien, faire beaucoup de fautes et il me corrigerait
Sans jugement, d'ailleurs. Sans jugement. Et Pas bête. En fait, on le voit souvent, effectivement, comme un outil qui peut nous aider à tricher, ou en tout cas, moi, je le vois, alors, avec mon regard, en tout cas, un peu comme une espèce de béquille. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas la capacité d'écrire correctement, par exemple, un CV, pourrait utiliser un outil tel quel pour se mettre au niveau. Alors, effectivement, dans la réalité, il va être jugé sur quelque chose un peu faussé, mais rien n'interdit, par exemple, dans une entreprise, d'utiliser ce genre d'outils. Enfin, là encore, je vais prendre des guillemets, parce que ça va dépendre des entreprises et de la politique interne. Mais voilà, c'est un outil qui est disponible, et savoir l'utiliser, s'en servir pour, au contraire, se remettre à niveau là où on ne l'est pas, ça me paraît juste. Enfin, ça pourrait permettre de réduire des inégalités. Oui, dans ce cas-là, on le voit bien que les utilisations sont là. Mais en tout cas, à l'université, il y a tout ça en même temps. Là. Je veux dire, en ce moment, là, il y en a qui s'enthousiasment, comme Stéphane avec l'exemple donné. Il y en a d'autres qui ont des gros maux de tête. Il y en a qui paniquent beaucoup plus que Véronique, mais c'est là, c'est à l'œuvre. Puis on réglera pas ça avant quelques années. Très certainement, être à l'aise avec tout ça. Je passerai à un deuxième bloc, pas un deuxième bloc, un deuxième barista, si tu permets, Shirley. On irait avec Stéphane. Justement, Stéphane, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans cet épisode? Alors, l'épisode, je l'ai trouvé vraiment excellent, parce que effectivement, je trouve qu'on aborde énormément de sujets. Je pense que vous n'êtes pas rentré en profondeur sur tous les sujets, parce que par manque de temps, mais c'est vraiment très intéressant. C'est l'objet du rapport aussi. On dirait que c'est une recension de tout ce qui existe, mais quand même, il y a quelques sujets qu'on est rentré un peu plus loin, là, mais effectivement, ça fait plus un portrait qu'un approfondissement des enjeux. Mais par contre, tous les enjeux étaient clairement définis, nommés, et ça, c'était vraiment... pour moi, ça a été... très, très, très agréable d'écouter l'épisode. Alors, ce qui a retenu mon attention, c'est à un moment donné, vous avez parlé de la citation des sources, comme quoi aujourd'hui les LLM et donc ChatGPT ne citent pas forcément des sources des données. Je pense que, alors là, je suis pratiquement convaincu que c'est un problème temporaire, parce que c'est un irritant pour tout le monde, et je pense qu'on arrivera à trouver une solution technique pour répondre à ça. Copilote, avez-vous essayé Copilote? J'ai essayé Copilote cette semaine, puis il cite les sources, là. Alors, je n'ai pas essayé Copilote, mais j'ai parfois demandé à ChatGPT de me fournir des exemples concrets, réels, pour justifier ses propos. Et après tout, il arrivait à me sortir des liens vers des articles qui étaient à peu près crédibles, et en tout cas en relation avec ce qu'il venait de dire. Donc, c'est encore de la simulation, c'est-à-dire qu'il va chercher quelque chose qui ressemble à ce qu'il est en train de dire. Ou au pire, il va l'inventer, là, mais... Alors, il arrive parfois qu'il l'invente, effectivement. Mais voilà, je pense que c'est un problème temporaire, et qu'avec une bonne indexation dans un moteur de recherche sur les données qui ont servi à l'apprentissage, à un moment donné, il arrivera à sortir les sources de façon claire, peut-être même avec des pourcentages sur chacune des sources, des pourcentages d'utilisation. Enfin, voilà, ça me paraît pas fou techniquement. Vous avez évoqué également la volonté des développeurs, peut-être, de cacher les algorithmes, etc. Alors, je crois pas. Je crois que justement, alors il y a je vais séparer les entreprises. Tu t'es scientifié, là. Oui, je me suis scientifié. mais je vais séparer les développeurs des entreprises, parce que pour les entreprises, il y a des enjeux plutôt juridiques, je pense. Ils ont peut-être intérêt parfois à cacher les données qui ont été utilisées lors de l'apprentissage pour différentes raisons. Il y a certaines choses qui ne doivent peut-être pas être publiées, ou en tout cas peut-être ils ont utilisé du matériel non vérifié, non vérifiable. Enfin, voilà, ça serait un peu malhonnête de leur part. Mais les développeurs en général, enfin surtout en informatique, il y a quand même énormément d'open source, et les algorithmes sont quand même souvent publiés. C'est un des rares métiers d'ailleurs où je pense qu'il y a autant de documentation gratuite, disponible, ouverte, partagée et réutilisable. C'est vraiment un domaine, voilà, où c'est assez... Ça fait partie de la culture informatique. Quand on parle de plagiat, là,
faut avoir ce débat-là avec des informaticiens pour voir que la culture en informatique n'est pas du tout dans la même culture que la culture classique là, d'autorat là, qui est liée à l'écriture. Là. Donc, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. On écrit du code, on le partage, on le pille, on le prend, on le copie, on le colle, on le modifie. On l'enrichit, voilà. On l'enrichit. Alors, il y a des licences différentes. Hein. Il y a des licences open source, il y a des licences plutôt fermées. Enfin, voilà. Donc, on peut pas tout faire, on n'a pas le droit de tout faire, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très usuel. Et alors, tu en viens à parler du texte. Et alors, je vais revenir sur une expression que vous avez utilisée, c'est se faire une tête. Alors, c'est une expression qui m'a beaucoup plu parce que je la connaissais pas. Mais c'est marrant, j'ai tilté aussi pareil. C'est une expression de chez vous parce que, pareil, j'ai bloqué, mais parce que je l'aimais bien, cette expression. Bah oui. Merci de le noter, Stéphane. Voilà, se faire une tête, se faire une idée, là, c'est la même chose. Là. Et alors, du coup, je me suis demandé comment je me faisais moi-même une tête ou en tout cas, comment je pouvais avoir une idée sur les choses. Et je me dis, aujourd'hui, si j'ai une idée, d'où elle vient, ça va venir peut-être de mon éducation, de ma culture, de mon environnement, éventuellement de mes émotions, de mon expérience, la période de ma vie, les lectures, les discussions. Et au final, je vais faire une espèce de synthèse de tout ça et puis je vais aboutir à ma propre conclusion. Mais en vérité, moi-même, j'ai pris tout un tas de sources d'informations et j'en ai fait une espèce de synthèse dans ma tête. Oui, t'es pas toujours capable de citer les sources, d'où vient le savoir, d'où vient ce que je dis. J'ai dit quelque chose, je pense quelque chose. Ah oui, d'où ça vient? On n'est pas toujours là autour de toi. Ah oui, c'est tes sources. Il y a juste moi, des fois, qui fais ça à table, puis mes enfants haïssent ça. Là, mais où t'as entendu ça? Laisse-moi faire, laisse-moi parler. Effectivement. Alors, on peut nous-mêmes faire l'effort d'aller retrouver un document. Alors, en tout cas, j'imagine, parce que alors, je suis pas non plus dans le milieu universitaire, mais voilà, pour faire des papiers universitaires, on va devoir justifier un petit peu les sources et sur quoi on s'est basé pour afficher les résultats. Mais voilà. Donc ça m'a beaucoup questionné à ce niveau-là. C'est que voilà, à une personne, on ne demande pas les sources quand on parle avec une personne. Alors, dans certains cas, oui, effectivement. Et enfin, et je vais faire le lien avec un petit peu ce qu'a dit Charlet sur la peinture. C'est très courant également pour apprendre à peindre de faire des copies de tableaux. Alors, je ne suis pas juriste, je connais rien en droit, enfin rien de plus que n'importe qui, mais je crois que c'est pas illégal de faire des copies de tableaux à condition que l'information c'est pour apprendre et puis c'est noté que c'est une copie d'un tableau de maître. Voilà, on prétend pas pour le vendre, voilà. Puis c'est indiqué, c'est pas moi qui le fais, c'est un maître, puis j'ai juste essayé de faire comme le maître. Voilà, je vais reproduire les codes et je vais peindre comme peut-être Picasso ou un autre, peu importe, mais enfin voilà, je vais essayer d'identifier sa façon de peindre et je vais essayer de reproduire ça. Et là aussi, je vais pas être entre guillemets attaquable au niveau de l'art sur cette copie, puisque j'annonce que c'est une copie. Alors peut-être Charlet, je sais pas si tu peux apporter des précisions par rapport à ça, mais en tout cas voilà, c'est mon point de vue sur la façon de copier et sur le plagiat. Et du coup ça m'amène à lorsque ChatGPT rédige quelque chose, le texte qu'on obtient, quand on dit que c'est du plagiat, ça me dérange puisque finalement c'est une espèce de synthèse. Et si le jour où il sera capable effectivement de sortir les sources qu'il a utilisées pour produire son texte, on pourra effectivement voir si il y a 95% ou 100% du texte qui a été plagié. Et à ce moment-là, il y aura peut-être un pourcentage qui permettrait de définir si c'est du plagiat ou non. C'est plus ça en ce moment, c'est l'ambiguïté. Tu sais, on dit il est plagié. En fait, c'est plus un point d'interrogation. C'est a-t-il plagié? Parce qu'on le sait pas. Le texte où il l'a pris, on le sait pas. Je pense que c'est plus ça la panique, là, c'est où a-t-il pris ça? Comment a-t-il... Des fois, c'est une incompréhension de comment ça fonctionne. Là. Mais il a sûrement pris ces idées-là quelque part ou les bouts de texte, est-ce qu'il a pris 1, 2, 3 mots quelque part ou 20 lignes?
sûrement pas 20 lignes, sinon on le trouverait. Ça contredirait même le modèle, mais il y a cette interrogation-là qui est là. Ben, dans le fonctionnement en arrière de ça, là, il va pas chercher un morceau de texte quelque part nécessairement. Mais non. Donc, un modèle de langue, là, faut garder en tête, parce que c'est un modèle de langue qui est en arrière de ça. Donc, c'est un modèle probabiliste. Donc, c'est une grosse formule mathématique qui prend... C'est comme une grosse matrice de corrélation, on pourrait le voir comme ça, là, tu sais, qui va chercher toutes les corrélations entre les mots, puis qui, quand elle écrit, va choisir le mot le plus probable à cet endroit-là dans la phrase. Donc, il va pas nécessairement chercher un morceau d'une phrase quelque part, c'est pas un moteur de recherche. Donc, c'est pas quelque chose qu'il va chercher dans de la documentation, par exemple, une source pour répondre à ta question. Il va vraiment juste prédire le mot le plus probable. C'est pour ça que même l'idée de citer les sources, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer parce que justement, c'est pas un moteur de recherche. C'est vraiment une grosse matrice de corrélation qui prédit la chose la plus probable. Donc, la question est vraiment complexe à savoir si c'est du plagiat ou pas dans ce contexte-là. Là. Vraiment, c'est intéressant de voir que ça revient encore, cette idée-là de plagiat, puis de voir les limites aussi de ce qu'on peut arriver faire comme conclusion lorsqu'on a des outils comme ça. Donc, c'est vrai, c'est un outil probabiliste, donc qui te donne des mots bout à bout qui sont de plus en plus probables bout à bout. Puis à la fin, d'où ça vient? Ben, ça vient juste de la probabilité de mettre des mots bout à bout, là, et rien d'autre, là. C'est ça. C'est pas un moteur de recherche. C'est pas quelque chose qui va aller chercher dans des textes l'information. Mais j'imagine qu'éventuellement, on va pouvoir combiner ça, le texte, et aussi un moteur de recherche. Donc là, c'est-à-dire on prend des outils qui sont chercher des sources. Donc, on produit un texte, puis on dit, ben dans ce qui a été écrit maintenant, essaie de voir quelle source aurait pu dire quelque chose qui ressemble à ça. Puis là, on a des outils combinatoires qui se rapprochent un peu plus de ce que je voudrais écrire comme académique aussi, là. En effet, effectivement, là, ça va, si ça se fait pas déjà, la combinaison des deux, ça va se faire éventuellement. Bon, ben Stéphane, on passera tout de suite avec Sylvain, si on veut garder un certain rythme. Sylvain, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Est-ce que c'est le plagiat? Est-ce que tu es allé ailleurs, Sylvain? As-tu encore été ailleurs, Sylvain? Non, pas vraiment. Je vais peut-être vous surprendre cette fois-ci, là, mais je vais rester très collé par rapport à l'épisode. Là, j'ai trouvé ça super intéressant d'ailleurs. Mais je croyais aussi au départ en regardant que j'allais peut-être avoir un point de vue peut-être différent là-dessus par rapport à l'utilisation, l'intégration de ChatGPT là, dans l'enseignement. Mais en fait, je me rends compte que, je veux dire, après avoir entendu là, l'interview, je veux dire, je suis pas plus avancé que je l'étais avant. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'une immense confusion qui est encore ambiante, là, qui flotte comme ça, et qui est assez pesante même. Et je me rends compte que je crois qu'on est assez loin d'arriver à un consensus pour savoir quoi faire avec ça. J'ai l'impression je repère, c'est peut-être une fausse impression, mais j'ai un peu le feeling que les gens sont assez désemparés là-dessus là, pour l'instant. Et je suis resté quand même avec ça. Que la réflexion se complexifie. En tout cas, moi, c'est aussi mon impression. Là. Je pense que je partage. Et dans ce sens-là, moi, je plaiderais peut-être plus pour une interdiction pure et simple. Je veux dire, dans le sens d'utiliser ChatGPT, par exemple, si vous le citez, là, j'ai un bout de texte, et là, vous citez ou vous mentionnez ChatGPT comme co-auteur là, d'une publication ou d'un travail, ça, moi, je serais n'a pas l'interdiction de ça. En attendant, j'ai expliqué un petit peu pourquoi. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant aussi dans cette entrevue-là, ben d'abord pour les avantages, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire là sur la notion là, de personnalisation de l'enseignement, de l'apprentissage. Je pense qu'il y a quand même des bénéfices potentiels à tirer de ça. En écoutant ça, je me suis rappelé en fait l'hiver dernier, je me suis pas certain si c'est l'hiver ou au printemps, mais j'avais vu un reportage sur c'est des spécialistes là, qui travaillaient pour une maison d'édition qui produit du matériel pédagogique. C'était pas pour l'enseignement universitaire, c'était pour l'enseignement au secondaire. Là.
OK. Il produit là, des manuels là, que les profs utilisent en classe comme ça. Et leur objectif, en fait, c'était pas d'utiliser ChatGPT, mais en fait d'essayer de construire, de concevoir un algorithme, une plateforme qui pourrait un peu qui s'inspire un peu du même fonctionnement là, du générer du langage. Mais l'idée, c'était vraiment de construire une espèce d'outil qui permettrait là, de corriger les textes des étudiants, mais immédiatement. Là, il donnait un exemple, il dit lorsque le prof donne une dictée, par exemple en français, il donne une dictée, il fait faire une dictée, les étudiants vont faire la dictée, et là, le prof va corriger la dictée et il va le retourner aux étudiants. Mais il dit le problème, c'est que la recherche en didactique, quand même, on fait souvent des mauvais commentaires là sur la pédagogie et tout ça, là, sur les facultés de pédagogie, mais je veux dire, la didactique, c'est un champ de recherche qui existe. Et la didactique montre, en fait, que la rétroaction, le temps où cette rétroaction-là se fait, c'est ça qui est important dans les apprentissages. Par exemple, si vous faites une dictée, là où il va avoir l'impact, c'est d'avoir la rétroaction immédiatement après que vous l'ayez écrite, d'avoir la correction du texte. Et là, l'idée, c'était d'avoir cet outil-là. Vous envoyez votre dictée là-dedans. Et là, le texte va vous sortir toutes les règles de grammaire, toutes les erreurs que vous avez faites. Il va vous les identifier, il va vous indiquer donc il va vous donner la grammaire au lieu de retourner dans un précis c'est quoi le nom, là? Je me souviens pas, les précis vers de conjugaison de verbes. Le Becherel. Le Becherel, exactement. Les guides grammaticaux. Donc ça vous allez avoir ça comme ça. Les plus jeunes, en ce moment, ne comprennent pas, là, mais c'est ça. Comprends, Sylvain. Là, vous avez, là, vous avez le texte, vous avez votre dictée, et là, il va vous identifier tout de suite ça. Donc, il va faire ce que le prof mettrait peut-être plusieurs journées à faire, ou plusieurs heures. En fait, si vous questionnez un prof de français au primaire, ils ne font que ça, là. Ils sont toujours en train de corriger, mais le problème, c'est le délai. C'est-à-dire, si vous envoyez la dictée corrigée, vous retournez la dictée corrigée une semaine après, l'apprentissage se fait pas. Il faut avoir un effet immédiat. Donc ça, je pense, pour ce genre d'exemple-là, très, très précis, là, pour les dictées, par exemple, ou pour les compositions, là, les compositions de texte, au primaire, au secondaire, je vois des bénéfices évidents là-dessus. Donc, je pense que la question de ChatGPT, comme de le voir un peu comme une espèce d'antidote, mais boosté aux stéroïdes, ou même un Wikipédia aussi, peut-être une combinaison des deux. Je pense que ça, c'est une piste probablement la plus prometteuse pour l'avenir des choses. Ah, il y a des pistes prometteuses, c'est sûr. Exactement. Maintenant, pour ce qui est pour retourner à l'entrevue, il y a quand même beaucoup de risques d'identifier là-dedans. Il y en a un qui m'a particulièrement interpellé, là, c'est la question de l'alignement pédagogique, là. En fait, ça recoupe un peu mon premier exemple, c'est que on souligne en fait là-dedans que cet outil-là n'a pas été développé par des pédagogues à l'origine. Hein. C'est des entreprises, donc il y a des objectifs commerciaux qui sont là-dedans. Et ce qui pose la question en fait de l'adéquation des besoins avec de l'outil, de ce que l'outil peut livrer et versus les besoins que le milieu d'éducation peut avoir. Et là, j'ai l'impression qu'avec ChatGPT, on fonctionne un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'outil qui est là, qui nous a été lancé comme ça dans le visage. Qui a mis le feu. Exactement, en mettant le feu absolument partout. Mais on s'est pas demandé à quel problème réel. Ça répondait. Ben oui. Exactement. Donc, il faudrait remettre ça sur ses pieds et commencer, comme l'exemple que j'ai donné, c'est-à-dire identifier des besoins réels, concrets, et ensuite de là, élaborer des solutions à partir de ces problèmes concrets-là. Alors que là, pas dire on a un outil, trouver des problèmes à régler avec notre outil. On devrait partir à l'envers en disant il y a des problèmes, c'est quoi vos problèmes? Puis est-ce qu'avec vos problèmes, on peut utiliser les LLM pour vous aider à résoudre ce problème? Exactement. Alors que maintenant, on a comme ça là, qui est là, qui est comme une entité pesante, énorme, omnisciente, et on essaie de l'encadrer ou de délimiter un peu sa superficie ou sa frontière, alors que ça devrait repartir des besoins concrets pour remonter ensuite à ça, voir comment on peut s'en inspirer ou comment on peut l'utiliser. Ça m'apparaît peut-être J'entendais Véronique respirer fort. Là. C'est de la musique à mes oreilles, ce que tu dis, Sylvain. C'est de la musique à mes oreilles. Donc, moi, je suis dans l'industrie, j'intègre ça dans l'industrie et c'est quelque chose qui me semble absolument essentiel de toujours partir d'un besoin. À mon avis, si on part d'un besoin, si on part d'un problème, puis qu'on essaye de trouver les outils pour le résoudre, on se prémunit de
beaucoup d'enjeux au niveau éthique par rapport à arriver avec une technologie puis essayer de trouver où la mettre dans l'entreprise. Puis présentement, c'est un peu la mode avec ChatGPT et c'est quelque chose qui m'irrite énormément puis ça m'irrite aussi beaucoup de la part de certains consultants par exemple ou certains influenceurs ou qui là arrivent dans les entreprises puis nous disent "Hey, on va régler vos problèmes de telle chose avec ChatGPT." Non, c'est pas ça. On va trouver des problèmes et après si ChatGPT est la solution à mon problème, on va être capable de le faire Ça se là. peut que ça soit vraiment pas ça. Mais ça se peut que ce ne soit pas ça du tout la solution. Donc, il faut partir d'un besoin. Et puis, je me permets de continuer ma parenthèse parce qu'à All-In, la semaine passée, on a justement vu une espèce de robot qui est capable d'imiter au niveau du visage, là, les expressions faciales. Je me suis dit, mais c'était quoi le besoin en arrière de ça? Pourquoi on fait ça? Ben, j'imagine qu'ils en ont identifié un. Peut-être, mais tu sais, moi, je vois beaucoup d'enjeux environnementaux, des problèmes de manque de personnel dans les entreprises. Je vois beaucoup de problèmes dans l'humanité où nos grands chercheurs en intelligence artificielle pourraient essayer de trouver des solutions. C'est quoi le besoin derrière avoir un robot qui imite les expressions faciales? C'était quoi le besoin en arrière de ça? Donc, je ferme ma parenthèse puis je te laisse continuer, Sylvain, mais bravo, ça vient vraiment me challenger. Cette parenthèse vaut tous les applaudissements de cet épisode. Tout va bien. La face de Sylvain, en ce moment, là, c'est une expression faciale qu'on ne peut mimer. T'avais-tu quelque chose à ajouter, Sylvain? Ben non, en fait, je suis parfaitement d'accord, là. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire un peu, le deuxième point que je voulais amener, en fait, c'est sur la relation pédagogique aussi dont les deux personnes discutaient pendant l'entrevue, là. Mais récemment, encore une fois, là, dans les médias, c'est apparu, je sais pas s'il y en a, peut-être pas ceux qui sont en France, là, mais ceux qui sont au Québec, là, il y a eu un dossier là dans les médias là qui disait qui parlait un petit peu là, de l'aspect de la socialisation entre les étudiants sur les campus des campus des cégeps là, des collèges, des campus universitaires, où on disait que les profs disaient, on voit se multiplier des témoignages disant que remarque que les gens sont de plus en plus souvent là, le nez sur les écrans. Ça se manifeste de toutes sortes de manières. Là. C'est-à-dire que les gens se parlent plus entre eux. Pendant les pauses avant, ça fumait, ça jasait. Là. Ça fume encore, ça jase un peu, mais moins. Beaucoup moins. Donc, ils ne se parlent plus, même quand il y a des pauses. Il y a une désertion un peu des aires communes. Et il y avait vraiment, en fait, le phénomène, on a l'impression, c'est peut-être des fausses perceptions, mais on a un peu ce qui se dégage, c'est que les témoignages, c'est que on sent que ceux qui arrivent là, sont de plus en plus repliés sur les écrans. Donc, il y a une espèce d'aspect de déshumanisation des rapports sociaux là, qui est identifié par l'entrevue que je trouvais intéressant. En même temps, lorsqu'il parlait lorsqu'ils envisageaient peut-être l'utilisation dans les universités, on disait utiliser par exemple ChatGPT pour faire de la correction, mais ce qui me venait en tête, moi, c'est que il faut se placer aussi dans du point de vue du prof, c'est-à-dire un prof qui se servirait de ChatGPT pour corriger. Nécessairement, son intention, c'est peut-être pas d'affiner ou d'améliorer son rapport avec les étudiants. C'est peut-être plus pour lui sauver du temps pour lui, pour qu'il puisse prendre ce temps-là et faire autre chose qu'il juge peut-être plus utile. Donc, je comprends l'idée que ça peut pas avoir une approche un peu plus personnalisée de l'enseignement pour un accompagnement, mais ça dépend, ça va retourner en définitive sur la personnalité du prof. Et ce qui est plus intéressant pour des profs à faire, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont passionnés par l'enseignement et tout ça, mais il y en a beaucoup qui vont dire ce qui est le plus important, c'est ma recherche. Donc, si je utilise ChatGPT pour faire la correction, je vais utiliser ce gain de temps-là, pas pour faire plus de socialisation avec les étudiants ou d'accompagnement, mais ça va être pour mes recherches à moi, là. Ouais, alors que le but, c'est de maintenir cette relation-là avec les étudiants. Oui, tout à fait. Puis tu parlais du lien avec moi, le lien que je voyais avec l'intelligence artificielle, avec les étudiants qui prennent leur cellulaire pendant les pauses. Les étudiants, les profs aussi, là.
Mais ce que je voyais, c'est que justement, ces outils-là sont extrêmement efficaces pour attirer notre attention. Puis l'intelligence artificielle vient accroître cette capacité-là à l'outil à attirer notre attention. Puis là, on scrolle, puis on se promène. Donc ça aussi, ça fait partie des enjeux. En tout cas, moi, c'est ça le lien que je vois aussi avec l'intelligence artificielle dans ce débat-là. Mais je vais terminer là-dessus, là, c'est vraiment mon dernier point. C'est en même temps sur la question de l'interdiction, je veux dire, on peut quand même réfléchir aussi à cette interdiction-là. Je veux dire, à la limite, la place que ces outils-là vont occuper dans notre quotidien, dans le milieu de travail, dans notre vie, en fait, c'est la place qu'on va lui laisser aussi en même temps. Je veux dire, je pense à un film là que tout le monde connaît, là, iRobot, là, iRobot, là, avec Will Smith, là. Dans ce monde-là, de la série des robots de Asimov. Ouais, c'est inspiré, là, c'est pas exactement les personnages entre autres, là, mais l'histoire comme telle, c'est pas une histoire directe, là, mais oui, c'est inspiré de Isaac Asimov. Mais ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que les robots sont partout, font toutes sortes de choses, toutes sortes de tâches, mais pour certains types de métiers, ils sont pas là, ils sont complètement absents. C'est-à-dire, ils sont là pour les questions un peu plus manuelles, là, le nettoyage, l'entreposage, le déplacement d'objets, rendre service comme ça. Mais lorsqu'il le milieu des affaires, par exemple, c'est des humains, la police, c'est des humains et on voit pas de robots. Donc, c'est comme un monde où on a circonscrit des domaines où les robots sont permis et d'autres on garde exactement, on garde des activités ou des types des fonctions qui sont réservées aux humains. Je pense que c'est pas inenvisageable de penser à quelque chose comme ça aussi. Il va dire, finalement, on a réfléchi à ça et finalement, ça n'a pas sa place peut-être dans le milieu de l'éducation, un outil comme ça. On pourrait quand même arriver à des... Où on réserve des tâches qu'on trouve aliénantes. Exactement. Oui, tout à fait. On va passer à un autre barista, ou une autre barista est à côté de moi. Véronique, qu'est-ce que tu as ajouté sur cet épisode? Comme mes collègues, il y avait énormément d'éléments vraiment intéressants. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments intéressants dans cet entretien-là. Et puis, j'ai beaucoup apprécié qu'on regarde à la fois les éléments positifs et les éléments négatifs de ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié la nuance, puis la balance, l'équilibre. J'ai trouvé que c'était vraiment une réflexion qui était complète. On les sentait pas du tout dans le « je suis contre l'outil » ou « je suis pour l'outil ». On les sent vraiment dans la réflexion puis dans la nuance. Puis c'est l'élément que je trouvais intéressant dans leur approche, c'est que, et c'est toi qui l'a soulevé pendant l'entrevue, c'est que c'est une réflexion qui relève plus de l'éthique que de la conformité en tant que telle. Donc, souvent, on aborde l'encadrement de l'intelligence artificielle avec des règles, des interdictions un peu. Et là, cette façon-là de l'aborder qui est beaucoup plus nuancée, qui est beaucoup plus dans la réflexion, moi, c'est l'élément que je trouve intéressant par rapport à ça. Puis je me questionne beaucoup sur la façon d'amener ça, d'amener cette réflexion-là au niveau des utilisateurs. Puis là, dans le contexte où l'entrevue a été donnée, c'était pour l'éducation. C'était pour le milieu de l'éducation, mais je vous dirais que les enjeux sont assez similaires pour l'utilisation dans l'industrie aussi. Il y a des différences, là, évidemment, mais quand même, les enjeux sont assez similaires. Donc, comment est-ce qu'on amène cette réflexion-là au niveau du professionnel qui utilise ces outils-là dans l'entreprise ou au niveau de l'étudiant ou du professeur qui l'utilise dans l'université? Donc, il y a un travail à faire, puis je pense que ce sont les philosophes là qui peuvent nous aider dans cette réflexion-là. Ça dépend à qui. Ça dépend à qui. Je sais que toi, tu peux nous aider, Jean-François, là-dessus. Mais je pense que les philosophes ont un rôle à jouer un peu là-dedans. Là. J'ai l'impression qu'il faudrait les remettre un peu à l'avant-plan. On entend beaucoup dans les débats sur l'utilisation de ces outils-là. On va entendre beaucoup d'avocats, beaucoup d'industries, beaucoup de statisticiens, beaucoup d'informaticiens. On les entend pas tant que ça, je trouve, les philosophes sur la question.
Donc, c'est l'élément que je trouvais intéressant, là, justement, de ramener cette réflexion-là, de pas être dans la règle, mais d'être dans le nuançons, balançons, interrogeons-nous. Oui, c'est vraiment, je pense que c'est un privilège d'avoir du temps pour réfléchir. C'est-à-dire que, tu sais, à l'université, on l'a, c'est quasiment, en philosophie, c'est quasiment un métier, là, réfléchir, là. Donc, on a du temps dans les salles de cours, en tout cas, dans mon cours, on a du temps pour se donner on s'en donne du temps pour y réfléchir. Dans l'industrie, ce que j'ai l'impression souvent, c'est que il y a aussi les enjeux de manque de temps, manque de ressources. On n'a pas juste ça à faire, là, se mettre le poing sur le menton puis penser un peu. Donc, je pense que c'est ça aussi. Puis dans cette industrie-là, en ce moment, ça va vite, là. Ça va tellement vite que notre timing commence à avancer, là. Mais dans cette industrie-là, en ce moment, si on essaie juste de regarder le flow des actualités, t'as l'impression que c'est un feu roulant, là. Ça a juste pas d'allure. Faut avancer, faut être les premiers. On prend une pause de 6 mois. Non. On prendra pas une pause de 6 mois. T'es-tu fou? Faut que ça avance bien plus vite que ça, là. Non, il y aura pas de pause de 6 mois, mais, Pardon, mais ça ajoute encore à l'idée qu'il faut se poser ces questions-là dès l'université. Parce que dans l'industrie, ça va être plus difficile. Donc, ça met encore plus de responsabilité. Ouais. Shirley, t'avais quelque chose à ajouter? Ouais, non, juste, je réagissais par rapport à ce problème de décalage de timing. Non seulement il y a ce problème-là, c'est évident, et aussi ce côté où cette capacité de remise en question et de se dire ouais, mais peut-être que là ce qui est en train de se faire c'est pas tout à fait très bon, ou tout à fait très ceci, ou tout à fait très réfléchi, ou est-ce que vous vous rendez compte de... Et je crois que ce simple questionnement pose problème aussi dans une logique de économique, tout simplement. On n'a pas le time, mais on n'a pas envie non plus que les gens posent des questions. Oui, c'est encore plus un luxe prendre du temps pour discuter dans un podcast et réfléchir à tout ça. Écoutez, on n'a pas fait le tour de l'épisode, puis mais je suis content de voir que ça réagit. Vous avez accroché sur plusieurs choses. Il y a évidemment plusieurs choses. Moi, je rentrerai pas dans le détail. J'encouragerai plutôt nos auditeurs à aller y replonger. Je voulais me prendre du temps pour faire un tour de l'actualité avec vous. Donc, je sais que, comme moi, là, vous essayez de garder le flow, de suivre le flow plutôt, suivre le rythme. Qu'est-ce qui attire votre attention ces temps-ci? Tiens, on va faire un nouveau tour de table, peut-être plus rapidement. Commençons par Shirley, toujours. Shirley, qu'est-ce qui attire ton attention dans l'actualité? Dans l'actualité donc juridique, vous avez quand même en France un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique qui est en cours de discussion au Parlement. Donc voilà, bon, ça va être très rapide. Je ne peux pas en parler parce que je suis très frustrée parce que je n'ai pas eu le temps encore de regarder. Donc voilà, l'information s'arrête là. C'est mon état constant, être frustré de ne pas avoir eu le temps de lire ce que je voulais. C'est terrible. Par contre, petite actualité, alors je sais pas quand est-ce que tu diffuseras l'épisode. Cet après-midi. Parfait. Mais écoutez, hier, il y a eu en France la Nuit du droit. Donc c'est un événement super chouette où en fait dans toute la France, dans tout un tas de villes, vous avez plein d'événements liés au droit qui sont organisés. La Nuit du droit. La Nuit du droit. Tous les ans, elle a lieu début octobre. Et en fait, c'est un événement super chouette qui vous amène à découvrir le monde du droit sous toutes ses formes en fait. Et du coup, vous avez c'est très large, hein, c'est très fun, très large. Vous avez des pièces de théâtre qui retracent des grandes histoires juridiques. Vous avez des simulations de procès. Vous avez il y a plein de choses, des conférences, des choses. Et il y en avait une au Conseil d'État qui était intéressante, je pense, à mentionner, puisqu'elle concerne le numérique. Donc la thématique, c'était le numérique et le droit, liaison vertueuse, point d'interrogation. Et du point d'interrogation, en effet. Voilà, point d'interrogation, en effet. Et du coup, c'était hyper intéressant. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tout écouter.
vous pouvez l'écouter parce qu'il y a des choses qui sont en direct et puis je sais pas si tout a été filmé, etc. à travers toute la France. Mais celle-ci, elle est sur le site, cette longue conférence, elle est sur le site du Conseil d'État que vous pouvez retrouver très facilement. Et il y avait 3 tables rondes, dont une qui nous intéresse directement. La première, c'était numérique et consommation à l'ère du numérique, quelle liberté de choix pour les consommateurs. La deuxième, numérique et enseignement, numérique à l'école, comment repenser la pédagogie. Donc du coup, pour citer mes sources et rendre à César ce qui appartient à César, il y a certaines choses que j'ai mentionnées que vous pourrez réentendre et avec beaucoup plus de précision du coup dans cette table ronde. Oui, tu m'enverras les instructions, les informations, les hyperliens, puis je les mettrai dans les notes. Avec plaisir. Et la troisième table ronde, c'était numérique et démocratie, réseaux sociaux, menaces ou opportunités pour la démocratie. C'est des sujets assez classiques, mais je pense qu'ils sont quand même intéressants à brasser comme ça. C'était bien fait, c'était bien amené. Il y a plein de petits intermèdes avec des professionnels de différents secteurs. Vous avez également un grand débat sur l'intelligence artificielle, aide ou contrainte pour l'exercice du droit. Donc voilà, ça brasse tout un tas de choses et c'est intéressant. Voilà, donc je t'enverrai le lien, Jean-François. Génial. Je vais écouter ça dès que je vais avoir les instructions ou pas, mais je vais le mettre sur ma liste de choses à faire puis essayer de vider cette fameuse liste-là qui est toujours bien remplie. Stéphane, c'est quoi qui attire ton attention dans l'actualité? Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Eh bien, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur le salon du Big Data et de l'intelligence artificielle auquel j'ai participé en tant que... juste pour aller voir les exposants. C'est vrai que c'est le fun, ça, aller à des congrès juste pour aller voir. Voilà. Moi, j'ai l'habitude d'aller à des congrès juste pour donner des conférences, mais des fois, aller à des congrès pour juste écouter les conférences, voilà. C'est le fun aussi. Donc c'était fin septembre, le 25-26. Quelques chiffres un petit peu. Donc il y avait 250 exposants, 350 conférences. Donc j'ai pas assisté à tout. Il y a eu 16 000 participants. Voilà, bon, c'est des chiffres qui sont wow. Big Data et intelligence artificielle de Paris. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est une petite start-up, une petite, je sais pas, une start-up française qui, voilà, je sais pas si je peux la nommer, mais on va la nommer. Allez, donc Giscard, elle s'appelle. Et en fait, c'est une entreprise qui propose des outils pour vérifier la qualité et sécuriser des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ce qui veut, alors pas uniquement les LLM, mais également les outils de machine learning classiques comme la classification, la régression. Les images ne sont pas encore dans ce qu'ils savent faire. Et donc ce qu'ils essayent d'identifier. Sécuriser dans quel sens? Eh bien, quand on fait un chatbot par exemple, ou un modèle de machine learning, ils vont le tester, ils vont le pousser un petit peu dans ses retranchements pour vérifier si il est biaisé, par exemple, alors pour voir en gros si il y a une divergence entre la réalité, enfin l'exactitude de la prédiction et ce qu'on attend. Ils vont vérifier le manque de robustesse, l'excès de confiance du modèle, s'il est trop entraîné. Confiance. Si le modèle est trop entraîné, il va perdre la capacité à généraliser et à donner des bonnes prévisions. Ah oui. Ils vont vérifier si par exemple le modèle a des fuites de données, c'est-à-dire qu'est-ce qui va générer par exemple du texte avec des données qui ne devraient pas être dans diffusées. Ce texte. Des comportements contraires à l'éthique. Donc là, par exemple, sur un modèle de machine learning, ça fait référence d'ailleurs, ça m'a fait penser également à l'épisode 69, puisqu'à un moment donné, vous parlez rapidement des CV, la lecture des CV par une intelligence artificielle. Et par exemple, là, ils vont faire le test d'inverser le sexe du CV pour vérifier si la décision est la même. Voilà, est-ce qu'il y a une influence ou pas. Vérifier également... mesurer un petit peu tous les effets de l'aléatoire, parce que
il y a une part d'aléatoire quand même dans les modèles. Cette compagnie a attiré ton attention à cause des thèmes qui étaient abordés ou parce qu'elle avait une forme d'originalité pour traiter ce genre de problème-là? Alors, ce qui a attiré mon attention d'un premier temps, c'est la façon dont j'ai rencontré l'entreprise. C'est que sur place, en fait, ils proposaient un jeu. Et le jeu consistait à faire sortir des clous un chatbot. Donc, il y avait Faire sortir des clous. Alors, on parle de vrais clous, là? Non, les passages zébrés. Aide-moi à me faire une tête là-dessus, là, parce que là... Donc, par exemple, pour te donner un exemple, il y avait différents niveaux de difficulté. Le tout premier niveau, c'était un chatbot qui ne pouvait répondre que par oui et par non. Et donc, fallait l'interroger, lui poser des questions et essayer de faire en sorte qu'il réponde autre chose que oui et non. Alors, par exemple, pour cet exemple-là, il fallait juste dire pourquoi tu ne réponds que par oui, par non, et puis il expliquait les règles du jeu, et donc à partir de là, on avait gagné. Et au fur et à mesure, ils augmentaient la difficulté pour montrer un petit peu les faiblesses des outils et à quel point une entreprise qui aujourd'hui utiliserait un outil de machine learning ou un LLM, à quel point ils doivent essayer de sécuriser leur chatbot pour éviter que il soit détourné dans son usage, par exemple. Donc ils essayent de qualifier en gros d'évaluer la qualité de ces modèles-là et d'en mettre une note pour améliorer pouvoir ça. les comparer, parce qu'en ce moment, il y en a plein qui prétendent avoir le chatbot qui va révolutionner l'industrie. Donc, pouvoir les qualifier, les comparer, voir où. Alors, les comparer, je sais pas s'ils le font, mais vraiment, voilà, c'est pour faire en sorte que le chatbot respecte les règles d'éthique attendues par l'entreprise. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et en tout cas une bonne idée. Voilà. Très bonne idée, ouais. OK, donc ça c'est... rappelle-moi le titre de cet événement-là, le Salon du Big Data, c'est ça? Le Salon du Big Data et de l'intelligence artificielle. Très bien. Donc 350 conférences, c'est fait. Donc j'imagine qu'il doit y avoir quelques-unes en ligne aussi maintenant. C'est possible, j'ai pas vérifié. Je vais vérifier ça pour toi, Stéphane. Sylvain, qu'est-ce qui t'attire dans l'actualité en ce moment, Sylvain? Je dirais que c'est un petit peu anecdotique, là. Je suis tombé là-dessus récemment. Là, en fait, c'est l'annonce là, que voyons le dirigeant là, d'OpenAI, là, Sam Altman et un ancien d'Apple, là, Johnny Ive, là, qui est en fait le cerveau derrière le design industriel des iPhones, mais en fait tout le iPod, en fait depuis l'iPod là, et tout ce qui a suivi par la suite, là, espèce de petite boîte grise avec vraiment l'esthétique qui est associée à ça. Donc se sont associés ensemble pour essayer de lancer un nouveau produit. Là, ils appellent ça en fait, ils appellent ça un nouveau paradigme informatique, là, l'informatique ambiante, où l'idée est vraiment d'essayer de faire disparaître un peu le support, le téléphone comme tel. Là, en ce moment, on a besoin d'un outil, quelque chose de concret là, sur lequel on peut taper ou qu'on peut interagir physiquement, manuellement. Et là, ce serait, ils pensent à quelque chose qui serait un peu plus dissimulé, si on veut, dans l'environnement. Peut-être une oreillette ou ils disent un pendentif ou même des lunettes aussi, là, qui seraient capables de comprendre ce qui se passe dans le milieu ambiant et d'interagir aussi. Et là, ça me faisait penser en fait à tous les espèces de scénarios qu'on peut voir là, dans Black Mirror ou autre. Vous avez dans votre oreille, là, vous avez quelque chose, c'est une IA, on peut lui parler, mais en même temps, elle aussi, elle peut nous parler. Et là, même à chaque interaction sociale que vous avez, en fait, c'est pas vous qui parlez, mais c'est le robot en arrière qui peut parler comme ça. Donc, ça me fait un peu rire, là. Mais bon, c'est ce qui a retenu dans mon attention. En fait, j'aime pas trop l'association entre ces deux-là. Là, on en a déjà assez plein les bras avec ChatGPT, qu'on n'a même pas encore commencé un semblant de digestion. Alors, j'imagine pas qu'on peut nous arriver avec une oreillette qui peut me parler, parce que là, en ce moment-là, ça va commencer à être compliqué d'aller faire quand même un examen audiologique des étudiants dans les classes pour savoir est-ce qu'ils ont une petite oreillette dans l'oreille. Et quand il me parle ou il me pose une question, est-ce que c'est vraiment l'étudiant ou si c'est pas le robot qui est en arrière? Ça va commencer à être drôlement compliqué. Ou sa mère qui parle.
Et là, comment on va faire pour détecter Pourquoi ça? j'ai toujours cet exemple-là de la mère? Ouais, la mère, c'est ma mère qui me parle dans mon oreille. Ouais. Et, je fais un Ouais. là, on peut se dire avec ChatGPT, on peut s'en sortir. On dit, on va faire des examens écrits en classe ou on va faire des exposés oraux. Mais là, avec ça, c'est foutu parce que là, si vous l'avez dans votre oreille, ben l'exposé oral, c'est pas de vous. Puis la personne qui écrit avec sa main et son crayon, ben c'est pas la personne non plus. Il y a de l'aide dans l'oreille. Alors ça commence à devenir un joyeux bordel. Ah oui. Et j'ai peut-être pas envie, moi, d'avoir à affronter ça. Et voilà, c'est ma montée de lait d'aujourd'hui. Pauvre Sylvain. Pauvre Sylvain. Ouais, effectivement, là, on veut pas voir ça. Véronique, de ton côté, qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Je comprends Sylvain, mais il reste que Sylvain, moi, je comprends tous les enjeux et toutes les craintes par rapport à ça, mais il reste que j'aimerais quand même avoir une espèce de traducteur universel dans l'oreille. Ah oui, comme dans Star Trek, donc, ça, j'aimerais tellement ouais, c'est ça. Donc, mais je comprends après ce que ça peut amener comme autre type d'enjeu, là, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui aimerait vraiment ça comprendre tout le monde dans toutes les langues. Vraiment. Mais pour revenir à l'actualité, je vais, comme Stéphane, là, je vais revenir sur une conférence qui a eu lieu la semaine dernière à Montréal, donc l'événement All In, où j'ai été aussi. All in. All In! On met tous nos œufs dans le même panier. C'est on met le moton là. C'est là que ça se passait, hein? Ouais, donc une conférence organisée par le MILA, Scale AI, la Chambre de commerce de Montréal, le CEMIA. Donc, un mélange intéressant d'acteurs du milieu universitaire et d'acteurs de l'industrie. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie quand même parce qu'on les retrouve pas souvent ensemble, ces gens-là. Bon, c'était un petit peu plus axé sur l'industrie que sur le milieu universitaire, là, mais il y avait quand même quelques universitaires qui étaient là. Donc, événement assez intéressant. L'autre élément, à part le fait qu'on ait réussi à mélanger un peu l'industrie puis l'université, il y a un gros accent qui a été mis sur l'IA responsable là-dedans. Donc, dans un événement qui est plus axé sur l'industrie, c'est quand même intéressant la place qui était donnée à ça. Et entre autres, je reviendrai sur une conférence sur l'IA et l'environnement, notamment les modèles génératifs et l'environnement, parce que c'est une question qu'on aborde pas tant que ça. Tu sais, l'environnement, ça faisait partie des grands principes dans la Déclaration de Montréal, mais ça restait un peu marginal quand même, parce que le type de modèle qu'on entraîne en entreprise ou de façon générale, oui, il y a de la ressource qui est demandée, mais c'est pas si... L'enjeu était peut-être pas si important que ça, mais maintenant, avec des modèles à la ChatGPT, ce que ça demande comme ressources au niveau de la conception du modèle, mais après, puis c'est là qu'il y a une particularité avec des chats GPT, c'est que non seulement ça demande de la ressource au niveau de la conception du modèle, mais ça demande énormément de ressources au niveau aussi de l'utilisation à la fin. Donc, de façon générale, quand on conçoit un algorithme, c'est vraiment au moment où on conçoit l'algorithme où on estime les paramètres. Donc, quand on dit qu'on entraîne le modèle, là, c'est quand on estime les paramètres, c'est ça qui est très exigeant en ressources, mais puis au moment de la prédiction, donc de l'utilisation du modèle, en général, c'est pas très exigeant. Mais avec des modèles à la ChatGPT, le modèle est tellement gros que c'est exigeant au niveau environnemental, même au moment de la prédiction. Donc, puis mon questionnement en lien avec ça, c'est un peu un questionnement du type, est-ce qu'un jour de se dire, hey, je vais réfléchir moi-même plutôt que de demander à ChatGPT, ça va être une action environnementale au même titre que de marcher pour aller au travail plutôt que de prendre sa voiture. Ben oui. Donc, je le pousse peut-être un peu loin, mais... C'est exactement le genre de discussion qu'on avait. Charlie, je te donne la parole tout de suite après. Vas-y. C'est un épisode, on avait fait 2 épisodes sur l'environnement. Je vous invite à aller les réécouter, l'épisode 63-64 sur le coût environnemental de l'intelligence artificielle. Puis on avait exactement cette discussion-là, essayer de voir le coût environnemental, comment ça se mesure. D'abord en informatique, pas juste en intelligence artificielle,
mais tu sais, de la conception, de la production des outils qui génèrent de l'informatique jusqu'à faire tourner des serveurs, une tonne de serveurs à quelque part dans l'Ouest américain. Mais tout ça, là, puis après ça, même l'étape de récupération de ces outils informatiques-là après leur utilisation. Donc, tout le processus environnemental, le coût environnemental, combien ça coûte une petite discussion avec ChatGPT ou une belle génération d'images là, avec Midjourney, combien ça coûte environnementalement parlant. Puis, on arrivait à ce genre de constat-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un coût environnemental à ces petits gestes-là. Pour l'instant, c'est juste peut-être moi qui clavarde avec ChatGPT, mais on met ça à des échelles de la planète. Va falloir aussi trouver une façon que ces outils-là soient de plus en plus efficaces puis moins énergivores aussi. Ça fait partie des enjeux. Shirley, tu voulais... Donc, épisode 64, 63, allez réécouter ça. Shirley? Bah, du coup, j'en profite pour... parce que là, je suis en pleine lecture du livre de Kate Crawford, Contre Atlas de l'intelligence artificielle, très connu. Eve en avait parlé et en fait, ce livre est passionnant et permet justement de se rendre compte en fait que l'intelligence artificielle n'a précisément rien d'artificiel. Et son enquête est incroyable et la manière dont elle amène les choses sur cette question environnementale, du coup, que tu viens de soulever, que vous venez de soulever tous les deux, c'est passionnant. Donc vraiment, si vous l'avez pas encore lu ce bouquin, moi j'ai tardé à le lire mais je suis très contente de m'y être mis. Oui, c'est concret tout ça. Là. C'est pas de la même façon qu'on parle de l'information nuagique, comme si il y avait quelque chose des nuages, ça flotte, ça. Ben non, c'est des gros serveurs, là, puis c'est des gros outils, puis ça tourne à l'électricité, puis donc il y a des ressources qui sont là. C'est beaucoup plus concret que l'intelligence artificielle, quelque chose d'éthéré qui roulerait dans les nuages. Puis de quoi on parle, là? Puis ça nous ramène un peu aussi au commentaire de Sylvain sur l'identification du besoin à la base avant d'utiliser l'outil. Et puis, comme Sylvain a donné l'exemple de l'utilisation d'un outil comme ça pour l'aide à la dictée, ben quand on regarde ça, mettons, au niveau environnemental, est-ce que finalement, Antidote ferait pas très bien le travail dans l'état actuel des choses pour faire ça? Puis on rencontre le même genre de questionnement en industrie, mais questionnement qu'il n'y a pas suffisamment, à mon avis, dans l'industrie. Mais par exemple, un modèle à la BERT, je sais même pas si on le classifie dans les grands modèles de langue, là, le BERT. Ben, pour plusieurs tâches qu'on a à l'interne dans une industrie, comme par exemple classifier des courriels, faire de la classification automatique de courriels pour automatiquement envoyer le courriel qu'un client nous envoie à la bonne personne pour une réponse plus rapide finalement. Ben, pour ce genre d'utilisation-là, BERT nous donne des taux de bonne classification de 99,9%. Donc, mais il y a tellement une mode avec ChatGPT. Puis on sait que ChatGPT pourrait être utilisé pour faire ça, effectivement. Puis les Microsoft, OpenAI le vendent pour ce genre de choses-là. Mais en fait, BERT fait très bien le travail pour faire ça à un coût environnemental vraiment moindre. Ouais. Donc, il faut se poser des questions au niveau du développeur, au niveau du scientifique de données qui met ça en place, il faut que tu te poses la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il faut ajouter ça dans notre questionnement. Donc, oui, si je développe une application pour mesurer l'impact environnemental de mes gestes, ben il faut aussi se demander, développer cette application-là, est-ce qu'il n'y a pas déjà un coût environnemental ou la faire tourner, est-ce qu'il n'y a pas déjà un coût environnemental supérieur à l'économie que je vais ou les sacrifices que je suis prêt à faire en matière d'environnement. Donc un beau thème. Encore, écoutez, ça fait 1h15 qu'on jase. De toute façon, on fera pas le tour de l'actualité, on fera pas le tour de notre épisode 69 non plus. Donc, gros épisode, je le disais, un peu long peut-être, mais là, je suis prêt à accueillir les plaintes à ceux qui me diront qu'il y a trop de contenu gratuit sur Internet. Mais je dirais que ce sera tout pour cette semaine, donc pour cet épisode d'IA Café. Merci encore à Mélanie Rambert, Guillaume Pelletier qui était là à l'épisode 69.
puis qui ont accepté de se soumettre à un exercice. Donc, parler librement là, quand on travaille au gouvernement, il y a tellement d'enjeux de... Bon, ils parlent, mais ils parlent aussi au nom de leurs collègues, au nom de leur ministère même parfois. Donc, c'est parfois délicat, mais ils l'ont fait avec beaucoup de candeur, d'honnêteté, de collégialité. Donc, partager le fruit du travail de la commission. Donc, ça, ils l'ont fait, puis ils l'ont très bien fait. Puis je les remercie mille fois. Merci aussi à mes généreux collaborateurs, collaboratrices, mes baristillas. Avez-vous vu comment j'essaye de vous imposer progressivement J'aime ça, moi. cette expression? C'est pas mal. Moi, je l'utilise. Bon, OK, c'est ça. J'ai pas encore décidé si j'allais dire baristilla ou barista IA, mais en tout cas, c'est pas encore pleinement défini, mais je m'en vais Les jeux de mots. là-dedans. Oui, prenez les jeux de mots incorrigibles. Machiavélisme un peu, manipulation peut-être. J'essaie de faire ça aussi. Donc, merci. Désolé encore pour les jeux de mots. Merci à Shirley. Merci à toi et encore une fois avec un micro défaillant. Ben non, ça se peut, ça arrive. Et Stéphane était là aussi avec nous. Merci Stéphane. Merci à toi, merci à tous. Sylvain, merci à toi. Merci à toi, merci à tout le monde. Et merci à Véronique qui était avec moi en studio. Merci Jean-François, merci tout le monde. Et merci aussi à nos auditrices, auditeurs d'IA Café. Merci de jouer votre rôle aussi dans notre petite communauté IA francophone, francophile. D'ailleurs, plusieurs ont pris l'habitude de commenter notre podcast, de liker, de partager, de mettre des publications, des commentaires sur LinkedIn, Twitter ou X. Maintenant, c'est vraiment apprécié tout ça. Puis pour les autres qui font rien puis qui se disent 1h30 de contenu, ben c'est correct, je ferai rien. Ben moi je vous dis let's go gang. Hein? Vous pouvez en way. Tiens, vous en voulez des expressions québécoises? Allez zoom, allez mettre un beau 5 étoiles puis faites-nous un commentaire, partagez, commentez, parlez-en. Jouez votre rôle et à l'avance, merci. Sinon, ce sera tout. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, merci d'être encore si nombreux à suivre notre enquête sur la recherche sur les enjeux éthiques, sociaux, légaux, techniques en intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.